Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va commencer l'émission tout en douceur. On va essayer en studio ici de créer un petit cocon, une petite bulle, parce qu'on va aborder un sujet qui est pas facile, mais qui est important. C'est le cancer du col de l'utérus. Et ma première invitée est en deuil. Sa grande amie, sa proche collaboratrice est décédée au cours des derniers jours, justement, d'un cancer du col de l'utérus. Vous en avez entendu parler au cours des derniers jours. Ma première invitée, c'est la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Catherine, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est pas une politicienne que j'ai en face de moi. Je vous poserai pas de questions difficiles, vous challenger sur ce qui se passe à Longueuil. On est là pour parler d'un sujet éminemment humain. D'abord, je veux commencer en vous offrant, Catherine, mes plus sincères condoléances. Offrir aussi à la famille de votre amie Juliane Simon, ses proches, ses parents, sa famille, mes plus sincères condoléances. Merci. Peut-être commencer, Catherine, en nous disant qui était Juliane? Juliane, c'était une jeune femme pétillante. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 11 ans maintenant, lors de mes premières implications politiques. Puis depuis, on s'est pas lâché. Juliane est venue travailler avec moi dès la première élection que j'ai remportée comme députée. D'ailleurs, j'ai tenu à souligner, hier, j'ai écrit un texte sur Facebook pour mentionner, texte, Catherine. merci, Oui. pour insister sur la différence qu'elle a pu faire chez nous à Longueuil. D'ailleurs, c'était sa ville d'enfance. Elle était responsable des dossiers citoyens communautaires, donc elle s'est vraiment engagée auprès des organismes. Elle en a aidé plusieurs à pérenniser des projets, à lancer des nouvelles initiatives. Elle a aidé tellement de citoyennes et de citoyens qui se butaient, j'en ai parlé là, des fois, aux difficultés de notre système. Puis c'était une femme au maudite grand bureaucratie. cœur. Exact. Mais elle était la courroie, hein, parce que souvent, on parle des députés, de leur action, mais dans les bureaux de circonscription, ce sont les attachés politiques qui font toute la différence. Donc, ils travaillent dans l'ombre. Mais Juliane, c'était une fille avec le cœur sur la main, toujours prête à aider son prochain, très drôle, toujours d'agréable compagnie, simple, jamais compliqué, toujours disponible. Toujours disponible. Puis, c'est une profonde injustice à laquelle on fait face. Évidemment, la mort, je veux dire, on y fait tous face un jour ou l'autre, mais à 34 ans, d'un cancer qui aurait pu être évité, puis on y reviendra, je pense qu'on est ici notamment pour parler de sensibilisation à la vaccination. Je pense que ses proches et moi, on s'explique très mal. Ça nous met, c'est sûr qu'il y a un désarroi, il y a une colère aussi. Puis, je te le disais, Sophie, un petit peu avant d'entrer en ondes, je crois qu'on essaie de donner un sens à quelque chose qui en a vraiment pas. C'est sûr, parce que face à la mort, on est tous démunis. Donc, il y a une peine, il y a une tristesse, il y a une détresse. Et en même temps, tout ça est mélangé avec une forme de colère. Donc, parlons de vaccination. Une des raisons pour lesquelles tu as parlé, parce qu'on va enlever le vous, là, on va se parler au-dessus, une des raisons pour laquelle il y a quelques semaines, tu avais fait donc cette sortie publique, c'était pour sensibiliser les gens à l'importance de la vaccination. Et avant qu'elle quitte, ma collègue Stéphanie Villeneuve, qui doit préparer sa présence à l'émission de Richard, je voulais qu'elle prenne quelques instants parce qu'elle a entendu ton message il y a quelques temps de ça, encourageant les gens à aller se faire vacciner. Stéphanie, toi, ça t'a inspiré? Raconte-nous. Ben en fait, j'ai tout de suite pris rendez-vous. Je suis allée me faire vacciner hier matin. J'ai reçu ma première dose. Il faut savoir que c'est un vaccin qui se donne en 2 doses. Et en fait, c'est que je pense qu'on a un peu le même âge, Catherine et moi. On a commencé à offrir le vaccin gratuitement aux jeunes. Je terminais le secondaire, donc j'ai pas fait partie... Tu as terminé en quelle année, Stéphanie? En 2008. Ah, exactement. Moi, j'ai terminé en 2009.
Et en fait, le vaccin a été instauré pour les jeunes filles à partir de la 3e année du secondaire en 2008. Donc, moi, par exemple, j'étais en secondaire 4, toi, t'étais en secondaire 5 à ce moment-là. Voilà. Donc, moi, on est vraiment les 2 dernières années. Puis Juliane venait de commencer le cégep, donc elle est née en 90, toi 91, moi 92. Donc, c'est les filles nées à partir de 93 qui ont reçu le vaccin à l'école, là, pour résumer très simplement. Mais c'est très important parce que les dates font en sorte que si vous étiez les filles nées juste un petit peu plus tard, en fait, vous êtes juste la dernière cohorte avant que ça prenne effet. C'est ça qui est inconcevable. Mais oui. C'est ça que j'ai déjà dit sur des tribunes. Juliane, elle serait née 3 ans plus tôt. Elle serait encore avec nous aujourd'hui. Pardon, je les ai un peu embrouillées. Non, mais je comprends, Catherine, c'est normal. 3 ans plus tard, elle serait encore là. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ouais. Oui, mais c'est important et c'est pour ça que tu fais œuvre utile. Tu as fait œuvre utile. Bon, Juliane a fait œuvre utile en te disant. C'est Juliane, vraiment. Moi, j'ai promis à Juliane que j'utiliserais ma tribune à des fins de sensibilisation. C'est quelque chose qu'elle m'avait demandé lors de son diagnostic. C'est sûr que les choses se sont pas passées comme prévu. Je devais prendre la parole une fois pour annoncer sa rémission. C'est sûr que les choses n'ont pas évolué dans ce sens-là, mais j'ai tenu à le faire dans ces derniers moments, dans ces dernières journées, parce que les choses ont déboulé très rapidement là, au retour des fêtes autour du 13 ou 14 janvier. Mais elle a pu en être témoin, puis sa maman me confiait qu'elle était vraiment en paix de voir ce message-là, puis de voir l'effet que ça avait eu. Mais en même temps, quand je regarde les dates, je me dis, ça n'a pas de sens. Elle est morte à peu près 1 an après avoir eu le diagnostic. Il y a un mot pour ça, c'est fulgurant. Oui, fulgurant, c'est incroyable, hein, parce que aussi, dès ses premiers symptômes, à la fin de l'automne 2023, elle a pris rendez-vous rapidement chez le médecin. Puis, tu sais, c'était des symptômes quand même, somme toute. En tout cas, moi, je pense que j'aurais pris plus de temps à consulter. C'était quoi les symptômes, C'était des petits segments. Mais tu sais, souvent, les femmes, selon nos cycles menstruels, ça peut arriver, le fameux spotting. Des fois, donc, puis ça peut être très banal. Puis donc, je la trouve bonne même d'avoir pris rendez-vous rapidement pour un symptôme comme ça. Donc, elle a commencé à avoir ça fin octobre 2023. Elle a pris rendez-vous, je pense qu'elle a appelé le médecin comme vers début décembre. Elle a eu son rendez-vous au tout début de janvier, puis elle a le temps de faire quelques tests début février. Le diagnostic est tombé, c'est un cancer du col de l'utérus stade 4. Donc, elle n'était pas opérable à ce moment-là. Donc, mais ça a pris du temps avant qu'on sache le stade, là. Tu sais, au début, diagnostic de cancer, ça a pris quelques tests supplémentaires, peut-être 3-4 semaines, 1 mois, pour qu'on sache la sévérité du diagnostic, mais malgré tout, elle était pleine d'espoir. Puis c'est sûr qu'elle a été accompagnée par les meilleurs spécialistes qui ont quand même... Il y a des nouveaux protocoles, il y a des choses qui... Tu sais, le médecin, ce qu'il lui avait dit, ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Il dit qu'il en avait déjà vu qui s'en était sorti même à un stade aussi avancé, ou peut-être qu'il y avait une vie prolongée. Tu sais, je connais pas les détails, j'étais pas dans les conversations, je rapporte... Je pense que nécessairement, peut-être pour se protéger, Juliane avait peut-être tendance à pas nous dire à 100% qu'elle recevait comme information. Mais elle a entamé des traitements très rapidement, chimiothérapie, immunothérapie. Au début, elle voulait continuer à travailler parce que Juliane, c'est aussi une passionnée de ce qu'elle faisait. Moi, je me disais, prends ton temps, fais ce que tu peux. Mais après un certain temps, on a convenu ensemble que malgré que ça lui faisait du bien, il fallait qu'elle se concentre sur sa santé. Mais les résultats des tests ont été, au terme de ces traitements, ont été miraculeux. Là. Le médecin a dit « Je n'ai jamais vu une telle réponse sur une patiente. » Donc, il y avait vraiment de quoi penser qu'il y avait vraiment espoir. Oui, exactement. Mais après, donc, encore plus de tests. Il y a quand même une petite métastase, quelques métastases qui s'étaient logées à son poumon. Puis ça partait pas. Malgré que tout le reste du cancer était parti là, au terme des traitements, là, alors qu'elle avait quand même un cancer relativement généralisé dans la section du bas du corps, tout était disparu. Il restait juste les taches au poumon. Puis c'était stable. Elle était censée revenir travailler cet automne. Et juste avant son retour au travail, ils ont découvert une métastase au cerveau qui là, inquiétait davantage les médecins. Elle a entamé des nouveaux traitements de radiothérapie.
Puis, elle a eu les résultats au début janvier, mais même pendant le temps des fêtes, elle nous le disait pas. Mais ça allait vraiment pas du tout. Elle s'est mise à faire des crises d'épilepsie. Elle avait jamais fait d'épilepsie. Puis finalement, elle a gardé... on avait de la difficulté à avoir de ses nouvelles au début du mois de janvier. Puis comme de fait, c'est parce qu'elle voulait pas nous informer. Mais le 14 janvier, elle est entrée à l'hôpital. Puis par la suite, ça a été rapide vers un transfert en soins palliatifs. Tu parles de ton amie et de ta collègue avec beaucoup d'émotion et on sent qu'elle avait une force de caractère parce que c'est comme si elle, malgré le fait qu'elle traversait des épreuves excessivement difficiles, c'est comme si elle voulait vous protéger. Ah oui, mais Juliane est tellement protectrice. Oui. Mais elle est protectrice et moi, elle a travaillé pour moi. Puis je sais qu'elle... c'est ça, là, c'est comme c'est une maman qui protège ses petits. Là, elle agissait comme ça vraiment dans toutes les sphères de sa vie, avec ses amis, avec ses collègues. Elle tenait son point, puis je pense qu'elle a cherché à protéger un peu tout le monde, mais je le comprends. Puis je pense que c'est pas... c'est juste avec ses parents, là, c'est absolument terrible. Je pense que tous les parents s'entendent, puis tout le monde s'entend pour dire qu'on devrait jamais enterrer ses enfants. Je pense que, tu sais, puis même là, quand t'es malade comme ça, puis je sais que ça la stressait beaucoup, tu sais, c'est elle qui portait la responsabilité aussi de l'annoncer. Tu sais, imagine, tu sais, moi, elle m'a rencontrée, tu sais, c'était un moment dont je vais toujours me souvenir, c'était tellement émotif, mais elle a dû répéter ça à plein, tu sais, à ses parents, ça devait être le moment le plus dur, c'est sûr. En même temps, tu dis, elle était très protectrice et je peux pas m'empêcher, je sais que ça peut être l'air dérisoire un petit peu, mais cette volonté de protéger, puis là, je regarde Stéphanie Villeneuve qui vient de se faire vacciner. Je me dis, d'une certaine façon, Juliane, elle protège par sa prise de parole, par le biais de ta parole. Vraiment. Elle protège plein de femmes. Ben c'est ce qu'on nous dit dans les commentaires présentement. On vous remercie, Madame Fournier, d'en parler. Il y a quelqu'un en particulier, j'ai pas son nom, mais elle nous écrit qu'elle-même, sa fille est décédée du cancer du col de l'utérus il y a 10 ans. Elle aussi n'avait que 30 ans. Donc, d'en parler comme ça, moi j'ai un peu moins de 30 ans, puis de remettre ça sur la scène comme ça, puis de parler, c'est tellement important. Moi, en toute sincérité, je me rappelle même pas si j'ai été vaccinée, et on ne m'en a pas reparlé depuis longtemps. Toi, t'es plus jeune. Toi, t'es née en quelle année? Et moi, j'ai fini le secondaire en 2015, donc j'étais dans ces années-là, mais je suis pas certaine d'avoir été vaccinée. Exact, parce que je pense qu'il faut le dire, c'est pas automatique, il faut quand même que les parents acceptent en passant, et encore à ce jour, puis c'est pour ça que je pense que c'est important de réitérer l'importance de la vaccination. Il y a à peu près 20% des enfants, parce que maintenant, c'est plus au secondaire, là, c'est au primaire qui donnent le vaccin, puis maintenant, c'est garçons et filles, hein, parce qu'il y a aussi des cancers liés au VPH. Mon fils l'a eu. Qui peuvent qui peuvent affecter les garçons. Puis les garçons peuvent infecter les filles aussi et tout ça. Donc, c'est important que tout le monde soit vacciné. Maintenant, c'est en 4e année du primaire, mais c'est ça, 20% des parents qui refusent toujours la vaccination à leur enfant. Donc, c'est important d'insister sur l'importance de la vaccination. Les VPH, parce que c'est les virus du papillon humain, j'ai fait beaucoup de recherches dans la dernière année. Il y en a plus de 300 souches. Les vaccins protègent certains vaccins, celui qui est le plus commun, le Gardasil, pour celles et ceux qui nous écoutent, là, c'est assez connu, c'est la marque du vaccin, protège contre une douzaine de souches, dont les plus sévères. Mais sinon, celui qui est donné, celui que Stéphanie t'a reçu, c'est le Cervarix. Exactement, oui. Donc ça, c'est celui qui est en train d'être écoulé là, présentement, dont les doses sont gratuites pour parce qu'elles vont bientôt être en date de péremption. C'est ça, j'aimerais juste ajouter un petit bémol là-dessus, parce qu'au début, même à la limite, moi, je trouvais que ça faisait peur d'entendre dire que le vaccin arrive à échéance. Mais l'infirmier a vraiment pris le temps de me montrer la boîte, puis il m'a dit, regarde, il est bon jusqu'en 2027, là. Donc, tu sais, c'est pas un vaccin qui sera plus bon dans 3 mois. C'est comme la nourriture, là, le meilleur avant. Là, après, ça veut pas dire que c'est dangereux de recevoir. Non, mais tu sais, c'est que ça peut faire peur, peut-être, mais c'est important d'apporter la précision. Oui, je pense qu'il y a certaines doses qui venaient à échéance plus tôt, mais ça, le Cervarix, bref, juste pour confirmer. Oui, vas-y. Ça protège contre moins de souches, mais c'est vraiment les plus sévères. Comme les souches qui vont donner le cancer, le Cervarix les couvre.
Juste rassurer Mais les gens. l'infirmier m'a dit, ou à la limite, à la 2e dose, tu peux peut-être avoir l'autre vaccin aussi, puis ça vient compléter. Exact. Puis quand même, une dose Faire un mix Cervarix, comme pendant la COVID, on se rappelle souvent, on a eu Absolument. 2 types différents de Tout à fait. vaccins. Et ne pas oublier aussi que c'est sûr qu'une dose, c'est sûr qu'idéalement, quand on a plus de 20 ans, ce sont 2 doses, mais une dose est mieux que 0. Juste aussi pour rassurer certaines personnes, parce que là, en ce moment, on pourrait peut-être en discuter, mais on est dans une période temporaire de gratuité parce que le vaccin, puis c'est un problème, coûte à peu près 250 $ par dose. Puis la réalité, là, puis moi non plus, on l'a dit, donc Stéphanie, t'étais pas vaccinée. Moi, il y a 1 an, j'étais pas vaccinée. C'est le diagnostic de Juliane qui a fait en sorte que j'aille me faire vacciner parce que la réalité, j'y reviens, c'est que quand t'es jeune adulte, puis là, tu te fais entendre parler d'un vaccin comme ça que t'as pas reçu, ben, tu te sens quand même invincible. Surtout, ça coûte 500 $. Fait que ça t'appelle un peu, même quand t'as les moyens, ça appelle à notre nonchalance. On se dit, est-ce que vraiment c'est ma priorité maintenant? Est-ce que j'ai vraiment des chances Tu as tout à fait d'avoir raison. ça? Oui. Fait que c'est vraiment une barrière, tu sais, ne serait-ce que psychologique. Puis Mais c'est 500 $ pour éviter la mort. pour éviter Et donc, aussi des coûts énormes au système de si le santé. gouvernement investissait et rendait ça gratuit en tout temps, ben, pour 500 $ par tête de pipe, on évite la mort de nos propres Exact. Puis citoyens. on s'entend, je juste aussi reprendre des propos que j'ai entendus de Dr Diane Franqueur récemment. Elle me disait, avec raison, on se pose pas la question pour le vaccin, pour la grippe, pour la COVID maintenant, puis tout ça. Puis est-ce que les conséquences sont aussi pires? Oui, c'est L'influenza, intense. on peut en mourir, mais je comprends Oui, pas dans non, les mêmes proportions. c'est intense, mais je veux dire, là, on a un vaccin qui prévient le cancer. Dans le sens, puis je comprends, ce sont des comités scientifiques là, qui prennent ces décisions-là, des comités éthiques, à savoir quel vaccin. Tu sais, le gouvernement québécois, on peut pas non plus penser que le gouvernement va toujours tout payer. Ça, je le comprends. Puis c'est correct aussi de faire des choix. Mais je pense qu'il est peut-être temps de revoir, en tout cas, d'analyser ce choix-là au vu des nouvelles statistiques, parce qu'il y a 2 semaines, à peine 2 semaines, il y a des nouvelles données qui ont montré que pour la première fois, le cancer du col de l'utérus est à la hausse. Puis particulièrement, puis les cancers de façon générale chez les jeunes femmes. Donc, ce serait quand même bien, parce que la santé des femmes a trop souvent tendance à pas être étudiée au même niveau que celle des hommes. Moins d'investissement, moins de recherche. Et donc, peut-on au moins peut-être revérifier certains de ces paramètres, certaines de ces données? Je sais que le gouvernement travaille à préparer une stratégie de prévention en santé. Peut-être que ça serait l'occasion de rouvrir ce dossier. Il y a quelqu'un qui, justement, voudrait avoir des précisions, qui disait qu'elle, c'est Geneviève, qui dit, moi, je ne l'ai pas pris quand on me l'a offert à cause de l'argent. Là, elle se demande, est-ce que, bon, là, c'est gratuit, si on le dit pour une période déterminée, est-ce que, pouvez-vous juste rappeler c'est quoi la période, puis c'est jusqu'à quel âge? Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est les 21 à 45 ans, voilà. Hommes et femmes qui n'ont pas reçu encore le vaccin. Il faut aller sur Clic Santé. Il y a la page vraiment vaccination contre le virus du papillome humain. Il y a l'option avec frais, sans frais. Donc, si vous voulez avoir le vaccin gratuitement, vous cliquez sur sans frais, puis vous allez voir les disponibilités près de chez vous. Je sais que dans les derniers jours, il y a peut-être eu des petits enjeux d'approvisionnement. Moi, on me confirme au ministère de la Santé, au cabinet du ministre, qu'il y a assez de doses pour répondre à la demande, mais que parfois, il faut qu'ils les envoient là, dans les régions. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit délai si c'est pas disponible dans votre coin aujourd'hui, vérifiez demain ou après-demain, mais il devrait y avoir des plages là, qui s'ouvrent parce que apparemment, on sait pas quand ça va arrêter, c'est quand les stocks sont épuisés, mais moi, on m'a dit que il y en avait quand même en masse. Donc, profitons-en avant, en effet, que les stocks soient épuisés. Stéphanie, je sais que tu dois quitter bientôt pour aller te préparer pour l'émission de Richard. Juste, qu'est-ce que ça te fait, justement, le témoignage de Catherine Fournier, le décès de Juliane? Là, t'es en bonne voie d'être bien protégée, une première dose. Comment tu réagis à tout ça, Stéphanie? Ben, je veux dire, c'était le petit coup de pouce que ça prenait, parce que ce que tu as dit, Catherine, j'étais dans la même situation. Tu sais, quand tu es dans la vingtaine, ton 500 $, t'en as besoin pour payer ton loyer, puis tu te dis, ben, je suis jeune, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et là, t'entends des histoires comme ça, puis ben là, d'avoir cette offre-là du gouvernement, 1 + 1 = 2, là, tu sais, pourquoi passer à côté de ça? Pourquoi passer à côté de la chance de se protéger, puis peut-être d'éviter le pire? Donc, moi, je remercie juste Catherine d'en avoir parlé sur sa tribune, parce que ça a changé les choses pour moi, là. Absolument. Catherine, je veux te remercier pour ton témoignage, t'offrir encore une fois mes condoléances et à toute la famille. Je veux juste te laisser avec une information
qui, moi, m'a frappé de plein fouet aujourd'hui. Je préparais le dossier, je lisais pour faire l'entrevue avec toi, et je me suis rappelé, ma grand-mère est morte du cancer du col de l'utérus, et elle avait 34 ans, qui est le même âge, exact, le même âge que Juliane, ouais. mais elle est morte en 1928, ma grand-mère. Ouais. Et je me dis, attends 2 secondes, on est au Québec, 100 ans, moins de 100 ans plus tard, et il y a un vaccin. Et donc, il y a 2 choses positives. Premièrement, les progrès de la médecine font en sorte que ma grand-mère, on n'aurait pas pu la sauver. Il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Donc, aujourd'hui, les progrès de la médecine font en sorte qu'on peut sauver il y a des traitements aussi quand c'est dépisté à temps. Oui. Ça, c'est un autre dossier, le dépistage, mais n'hésitez pas. Puis, il faut pas... Puis moi, ça, je l'ai appris dans les derniers mois. On se fait toujours dire que le pap test, c'est ça qui est la solution pour déterminer si on a le VPH, si on a des problèmes avec notre col de l'utérus. Le pap test est efficace à seulement 55 %. Je savais pas. Mais voyons. Oui, je sais. Moi aussi, je l'ai appris, puis je suis pas mal tombée en bas de ma chaise. Et maintenant, il y a des nouveaux tests qui s'appellent les tests VPH qui, eux, sont efficaces à 97 % et qui sont en train d'être déployés dans toutes les régions du Québec. Mais pour l'instant, il y a seulement 4 régions, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Naudière, puis je pense le centre du Québec, qui ont accès aux tests VPH. C'est en train d'être déployé. Le gouvernement a comme objectif d'avoir complété le déploiement le 31 décembre de cette année. Mais je vous le dis, si vous allez consulter un médecin, demandez le test VPH et non pas le test PAP. Et, ou en plus du test PAP, parce que le PAP, c'est pour autre chose. Mais ça va être remplacé. Non, mais ils vont pas nous proposer en premier? Ben, je pense que quand ça va être implanté dans la région, mais en ce moment, en tout cas pour celles et ceux qui ont accès à des assurances privées, c'est possible d'avoir le test VPH au privé tant que c'est pas accessible. Mais il faut que ça soit accessible le plus rapidement possible au public dans toutes les régions du Québec, il va s'en dire. Puis il y a des nouvelles méthodes aussi d'auto-prélèvement qui ont été instaurées notamment en Australie. Donc, c'est un test qu'on peut faire soi-même à la maison qui permettrait évidemment aussi de faciliter le dépistage. Accès. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'émission, on a fait œuvre utile, comme tu as fait œuvre utile depuis le début. Merci à vous, les filles, de prendre du temps pour en parler, pour amplifier le message de Juliane. Elle serait vraiment fière. Merci Stéphanie de ton témoignage. Ben non, c'était tout naturel. Vraiment, merci. Merci d'être restée. Puis merci à tous les auditeurs, les auditrices qui ont écrit pour continuer témoigner. Plusieurs disent, moi, mes enfants, c'est aujourd'hui, ma petite fille est à l'école, elle va se faire vacciner aujourd'hui, 4e année. Voilà, les gens posent des questions, s'intéressent. Il y a plusieurs questions dont on a déjà répondu, auxquelles on a déjà répondu présentement. Donc, continuez de nous écrire si vous en avez d'autres. Si on a d'autres, les gens peuvent m'écrire sur mon compte Instagram. Je suis rendue, j'ai fait pas mal mes recherches. L'experte maison. En tout cas, je suis pas spécialiste, mais si je peux aider, c'est la mission, évidemment, que je me suis donnée en mémoire de Juliane. Merci beaucoup. Et puis, écoute, on va avoir énormément de pensées pour la famille de Juliane Simon qui traverse des moments extrêmement difficiles. Donc, on vous offre toute notre solidarité. Je peux pas imaginer pire cauchemar que de perdre son enfant et de la perdre si jeune. Donc, mes pensées à toute la famille Simon. Je sais pas c'est quoi l'autre nom de famille dans la famille de Juliane, mais nos pensées. Brisson, je pense. Martine, sa maman. Alors, Martine Brisson, considérez que toute l'équipe de Cube pense à vous aujourd'hui et on pense à vous depuis un bon petit moment, depuis que tu nous as alertés à cette situation. Catherine, merci beaucoup d'être venue en personne, ça fait toute la différence. Puis merci pour le travail que tu fais. Et puis, on sent la politicienne en toi. Tu sais, t'as les dates, t'as les éléments, telle région, mettre pression sur le gouvernement. Parce que écoutez, je vous cacherai pas, là, c'est des moments qui sont vraiment difficiles. Donc, je pense que ça me... Comme j'ai dit tantôt, là, ça me donne un sens, ça me met dans quelque chose que je suis confortable de revendiquer puis de sensibiliser sur des situations. Puis peut-être que c'est ma façon à moi de vivre ce deuil-là qui est vraiment particulier. Puis, Parce que Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, t'avait contacté dès que tu as annoncé le décès de Juliane, puis t'as dit « Oui, je vais parler à Sophie, mais donnez-moi le temps de vivre mon deuil. » Oui, c'est ça. J'étais pas prête lundi. Même ce matin, j'ai demandé si je pouvais confirmer ce matin parce que c'est difficile, mais... C'est ça, je respecte ça et je comprends tout à fait ce que c'est. Merci beaucoup, Catherine, et puis bon courage pour la suite des choses. C'est gentil, merci. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
On vient de vivre un grand moment d'émotion avec Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui était pas là pour nous parler du ramassage de la neige ou de la collecte des ordures à Longueuil. Pas du tout. C'est pas la politicienne qu'on vient de recevoir, c'est la fille, l'amie, la femme qui venait nous parler du décès de sa grande amie Juliane Simon, morte d'un cancer de l'utérus. Donc, je vous invite, si vous l'avez manqué, à aller écouter cette entrevue très œuvre utile, entre guillemets, avec Catherine Fournier. La raison pour laquelle je reviens sur l'entrevue, c'est qu'à un moment donné, pendant l'entrevue, je me disais, on aurait besoin, pour arriver à exprimer les choses qu'on peut pas exprimer avec des mots, on aurait besoin, pour exprimer ce chagrin-là, on aurait besoin de musique. Ben justement, mon prochain invité s'en fait une spécialité de la musique pour exprimer des émotions. C'est Alexandre Dacosta, qui est chef d'orchestre, directeur artistique à l'Orchestre Philharmonique du Québec, violoniste soliste. Alexandre, bonjour. Bonjour. Un petit peu plus tard dans l'émission, vous allez nous jouer de votre violon. Il est bien installé sur la table du studio. Les micros sont prêts. Mais la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, Alexandre, c'est que vous êtes fâché. La situation... Non, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, on peut le dire, oui. D'accord, mais moi, j'aime ça, les musiciens en colère, les alouettes en colère, j'adore ça. Vous êtes fâché contre les États-Unis. Pourquoi, dans le contexte actuel? Moi, je suis un artiste, donc je suis un pacifiste. Donc, je veux pas avoir de guerre ni d'ennemis. C'est pas mon but. Moi, je veux rassembler des gens, puis je veux leur faire vivre des émotions qui peuvent être belles, mélancoliques. On parlait de la musique, c'est très puissant, la musique. Mais une des choses qui m'a toujours beaucoup touché puis tenu à cœur, c'est l'injustice. Oui. Donc, l'injustice où qu'elle se trouve, elle me dérange. Donc, par exemple, le racisme, pour moi, c'est impossible. Mon grand-père était noir. Il est arrivé il venait de Kingston, en Jamaïque. Il est arrivé ici à 30 ans, s'est marié avec une Québécoise. Il a vécu du racisme pas mal intense, oui, on peut dire ça, dans ses années de jeunesse et jusqu'à tard dans sa vie. Donc moi, ça me heurte. Oui, et puis c'est violent pour moi. Donc l'injustice, le racisme de toute forme, je peux pas vivre ça. Et là, la discrimination. Est-ce que vous considérez qu'il se passe en ce moment, et ce depuis plusieurs années, aux États-Unis, c'est une forme de discrimination envers les artistes, les musiciens étrangers. Alors, pour résumer, expliquez-nous en ce moment, c'est pas une nouveauté, là, mais vous avez une solution qui serait une nouveauté. En ce moment, comment ça se passe quand un artiste québécois ou canadien veut se produire dans le domaine de la musique aux États-Unis? Ça se passe comment? Voilà, donc pour un artiste canadien, il faut demander un visa pour aller se produire aux États-Unis. Pour avoir ce visa-là, il faut un contrat signé. Il faut payer des sommes très, très importantes. On parle de milliers de dollars ici. Il faut attendre jusqu'à 10 mois pour savoir si on va avoir ce visa ou non. Mais entre-temps, n'oubliez pas qu'on a signé un contrat. Donc, si on ne reçoit pas le visa parce que le gouvernement américain juge qu'un Américain peut faire notre travail mieux et de qualité, aussi bien, voilà, on pourrait être refusé techniquement. Il pourrait y avoir des retards d'administration. Donc, ça pourrait prendre 1 an ou plus. Donc, et là, on a déboursé l'argent et on a signé un contrat qui nous lie à une institution culturelle qui va plus jamais nous rappeler si, par exemple, on n'a pas ce visa-là et on n'y va pas. Donc, et puis là, si on explique ça à une institution culturelle américaine, est-ce que vous pensez qu'ils ont beaucoup hâte et le goût et d'enthousiasme d'engager un Québécois, un Canadien? C'est comme, ben écoute, on va regarder dans autour de nous, là, puis on va prendre un gentil Américain qui, lui, aura pas ces problèmes-là, puis il va venir, puis ça va être facile. Voilà. Et je parle même pas des opportunités, parce que en musique classique, on a souvent une carrière, ça se construit sur le fait qu'un grand maître qui a un âge vénérable ne peut pas faire un concert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À une semaine, un grand maître annule un concert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un jeune qui peut le remplacer au pied levé, qui va faire le même travail et qui va se présenter à un public nouveau et il va éclore.
Donc, nous, on peut pas faire ça. Parce que si l'Orchestre Philharmonique de New York dit Maestro Muti est malade, il ne dirigera pas le concert. Alexandre, es-tu libre? Je dis oui, je suis libre, mais je ne peux pas venir chez vous. Je n'ai pas de visa. Le temps que je demande mon visa, Impossible. On va se retrouver en 2028. Exactement. Okay. Donc, mais ça, les Américains... Alors, c'est ça. Donc, juste pour bien comprendre, pour que tous les gens qui nous écoutent et nous regardent, nous suivent, ça, c'est la situation actuelle qui dure depuis un certain nombre d'années. Donc, vous considérez que c'est une injustice. Ce que vous suggérez en ce moment, à la suite des tarifs, des barrières douanières imposées par M. Trump, c'est quoi? C'est une forme de représailles ou de retour de balancier envers les artistes américains? En fait, j'aime pas le mot représailles parce que encore une fois, je suis pacifiste. Je prône les frontières totalement ouvertes, la libre circulation des artistes et des idées. Mais si c'est la libre circulation, il faut que ça aille dans les deux sens. Exactement. Par contre, là, en ce moment, un Américain qui vient au Canada, il n'a pas de visa à demander. Il n'a qu'à montrer au douanier un contrat signé. Il rentre comme chez lui, comme dans le 51e État. Et en plus, il remplit un formulaire. C'est bon, ça. Oui, mais il remplit un formulaire pour être exempt de taxes. Donc, il ne laisse pas un sou au Canada. Mais le problème aussi, c'est que nos grandes entités là, qui sont extrêmement subventionnées, fédérales, provinciales, ils engagent énormément d'artistes américains. Et un soliste américain de haut niveau venant d'une bonne agence peut coûter 50 000 $ par semaine. Et le même artiste canadien qui voudrait se produire avec le même orchestre va être payé un dixième de ça, un 5 000 $ par exemple, parce que c'est considéré comme un artiste local. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on continue à faire ça. Et ça fait pas justement que depuis, par exemple, que M. Trump est venu. Là, on parle, ça fait des décennies. Moi, j'ai jamais pu accéder au marché des États-Unis de manière libre et ma carrière a commencé il y a plus de 30 ans. Donc, je pense que là, vu qu'on parle de l'aluminium, de l'électricité, des fruits et légumes, du bois d'œuvre, et pourquoi on peut pas parler des artistes? Parce que on a beaucoup de problèmes en culture en ce moment. Il n'y a pas d'argent. On annule des concerts. On annule des concerts, des expositions, des pièces de théâtre, etc. Nos artistes font 17 000 $. La culture est en crise. Font 17 000 $ comme salaire médian. Je veux dire, c'est impossible pour des gens qui ont des maîtrises, des doctorats. Donc, peut-être qu'une des solutions, ce serait peut-être aussi d'aller, comme le Québec est assez petit, de pouvoir aller travailler un peu aux États-Unis, un peu partout, aller là où est-ce qu'il y a des gens, où est-ce qu'on peut travailler, mais on ne peut pas faire ça. On doit vraiment rester ici. C'est difficile. Moi, ma solution, ça a été de me tourner vers l'Europe, parce que l'Europe, c'est une philosophie d'ouverture, justement, les idées artistiques ont toujours... Il n'y a pas d'obligation de visa quand on va en Europe? Non, il n'y a pas d'obligation de visa. On paye des taxes localement sur son cachet, ce qui est tout à fait normal, ce qui devrait être normal pour tous les artistes qui vont dans d'autres pays. Puis après, on s'arrange avec sa déclaration d'impôt. Mais je veux dire, l'idée, c'est que on veut entendre les idées artistiques de toutes les grandes sommités sur la planète ou des gens qui ont quelque chose de différent à dire. Et on va pas mettre des barrières à ça. Donc ça, c'est un peu l'idée en Europe. Puis ça marche parfaitement dans mon style de partage, puis j'aime ça voyager, c'est ce que je veux faire. Mais là, les États-Unis, moi, je pense que il serait temps qu'on leur dise, écoutez, vous faites ça aux artistes canadiens, moi, je pense qu'on devrait faire preuve d'un petit peu de protectionnisme, nous aussi, et donc, de ne pas engager d'artistes d'artistes américains pour le moment. C'est ce que je compte faire avec mon festival et mon orchestre pour les prochaines saisons, tant qu'il y a cette espèce d'injustice. Voilà. Mais... Et c'est parce que j'ai utilisé tout à l'heure le mot représailles. Vous m'avez dit, moi, je me sens pas à l'aise avec ce mot-là. Utilisons un autre mot, Alexandre. Utilisons un mot rééquilibrage. On va rééquilibrer les choses puisqu'il y a un débalancement. Si un artiste canadien veut se produire aux États-Unis et que les demandes sont en termes de temps, il y a un visa, il y a des délais et il y a des frais à payer, il faut rééquilibrer, à tout le moins rééquilibrer les choses pour que, à l'inverse, un artiste américain, on lui mette les mêmes bâtons dans les roues de l'autre côté, alors que pour l'instant, ce que vous dites, c'est vraiment le tapis rouge. J'ai beaucoup aimé, puis ça a beaucoup fait réagir aussi ma collègue Cybèle Olivier, quand vous avez parlé du 51e État, parce que c'est vrai que si en ce moment, on laisse rentrer à pleine poche des artistes américains, qu'on leur déroule le tapis rouge, et qu'en plus, ils n'ont même pas besoin de payer de taxes, en effet, c'est comme si, musicalement parlant, le Canada était juste
un autre État américain, puis qu'eux traversaient la frontière comme on passe de la chambre à coucher au salon. Exact, mais en plus, on a beaucoup de talent au Canada. On a des grandes écoles pour la musique classique, donc on produit beaucoup de talent, donc beaucoup plus per capita, par exemple, que bien d'autres pays. Donc, on a bien en masse de talent ici pour faire des super saisons. On n'a pas besoin d'aller chercher, comme dit M. Trump, on a besoin de rien qu'ils ont. Et puis l'autre chose aussi que je dirais, c'est que, moi, je suis, s'il faut que ça prenne 10 mois pour avoir mon visa puis ça me coûte 2000 $, qu'un Américain, ça soit la même chose. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on va tous se dire, bon, c'est vrai que c'est un peu idiot tout ça, éliminons ce genre de bâton dans les roues. Éliminons-le des deux côtés, mais en attendant, au moins rééquilibrons. Alexandre, vous êtes venu avec votre violon. Alors, je vous inviterai à aller au micro. Peut-être nous annoncer qu'est-ce que vous allez nous jouer, parce que c'est sûr moi, je vous écouterai pendant des heures, mais peut-être nous dire qu'est-ce que vous nous avez préparé comme... Je vous ai préparé un petit bout de Tchaïkovski, de la sérénade mélancolique, parce que le 16 mars, j'ai un concert Tchaïkovski à la Maison symphonique avec l'Orchestre philharmonique du Québec, puis c'est mon compositeur préféré, donc voici. Merci. Est-ce qu'on applaudit? Parce que quand on dit, normalement, dans les concerts classiques, il y a des moments où on applaudit, des moments où on n'applaudit pas. Et puis, on dit à propos, c'est Beethoven, le silence après... Non, c'est Mozart. Le silence après Mozart appartient à Mozart. Donc, on va dire le silence après D'Acosta appartient à D'Acosta. Petite question, vous... Rapidement, Cybèle, parce que Hugo me fait signe qu'il faut y aller. Bon, OK, mais je me demande juste, les gens qui se lèvent, là, qui font les standing ovations, est-ce que... trouvez-vous que les gens en font trop? Est-ce qu'ils en font pas assez? Non. Moi, je voudrais qu'ils commencent dès le début du concert. Puis aussi qu'ils applaudissent pendant les pièces, entre les mouvements. Moi, écoute, si on pouvait jouer puis que ça soit comme le patinage artistique, ce serait fantastique. Ça, j'aime ça. Démocratiser la musique. Les ovations debout pour tout le monde et en tout temps. Mais justice face aux musiciens américains. Je pense que le message a été très clair. Alexandre D'Acosta, je rappelle que vous êtes chef d'orchestre, directeur artistique à l'Orchestre philharmonique du Québec, violoniste soliste. Donc, le 17 mars, j'ai noté le 16 mars à la soirée à la Maison symphonique. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Et je te dis qu'on passe par toute une gamme d'émotions dans cette émission-là à Cube. On a commencé dans la tristesse, mais aussi l'indignation en parlant du cancer de col de l'utérus avec la mairesse Catherine Fournier. Ensuite, on a été dans l'indignation aussi face aux mesures américaines, mais dans la beauté de la musique avec Alexandre D'Acosta. Et là, on s'en va complètement ailleurs, dans l'humour avec Marc Boilard, chroniqueur. Bonjour, Marc. Je m'excuse, mais je suis dans l'indignation parce que je t'ai entendu dire à Alexandre D'Acosta que tu l'écouterais pendant des heures. Tu m'as jamais dit ça, pas une fois. Donc, c'est à mon tour d'être indigné, Sophie Durocher. Voilà. Alors, je ris parce que tu es très drôle, mais oui, en effet, tu peux être aussi dans l'indignation. L'indignation, c'est comme un sentiment sous-jacent. On devrait toujours être indigné de quelque chose. Tu te rappelles, il y a quelques années, il y avait un livre « Indignez-vous ». Donc, moi, je pense qu'il faut être... Je suis moi-même, d'ailleurs, une jeune dame indigne, mais la raison pour laquelle on parle d'humour aujourd'hui, c'est que c'est un humoriste, donc Pierre-Yves Roy Desmarais, qui va animer le Gala de la disque. Et toi, tu poses la question, pourquoi encore un humoriste?
Mais je veux surtout y répondre parce que je l'entends souvent, celle-là, depuis maintenant 19 ans, parce que c'était 18 ans Louis-José. Là, ça va être la 2e année, un humoriste. Je vais te conter une petite anecdote. Te souviens-tu de Manuel Urtubise? Oui, tout à fait. Un homme charmant, animateur. Absolument. Qui a fait une carrière beaucoup avec des émissions pour enfants, entre autres pour la jeunesse, etc. Qui était très bon. Bon, je sais plus exactement il est où là, mais tu sais, vraiment, ça roulait. C'est un gars que je côtoyais, on avait des amis conjoints. Puis à un moment donné, il m'avait fait la fameuse sortie. Comment ça se fait que c'est des humoristes? Il visait, sans me le dire, François Morancy, qui était mon client, qui l'était pendant 12 ans. Pourquoi c'est des humoristes? Les animateurs, c'est un métier. Puis là, moi, je suis un animateur, telle affaire. Puis j'avais répondu tranquillement. J'avais dit, parce que François Morancy peut faire ta job, mais toi, tu peux pas faire la sienne. Extrêmement bien répondu. Très bien répondu. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne le savent pas. Marc, tu as été pendant des années agent d'artiste. Tu l'es peut-être même encore, puis tu me le dis pas. Non, tu l'as dit. Et tu as été agent d'artistes pour François Morancy et d'autres humoristes. Exact. Fin de la parenthèse. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup ta formule et ta réponse à Manuel Urtubise est très juste. C'est vrai que tu sais, je pense, me vient en tête plein de gens qui sont animateurs. Ils sont animateurs. Ils peuvent pas être animateurs et ils peuvent être très bons, hein. Ils peuvent être animateurs, mais ils seront pas comédiens. Donc, ils peuvent pas vraiment se plaindre s'il y a un comédien qui fait une job d'animateur parce qu'eux pourraient pas faire la job. Je te donne un exemple. Cybèle, Olivier et moi, hier soir, on avait un petit rendez-vous. Bonjour, Marc. On est allé manger une méchante bonne pizza, puis après ça, on est allé écouter Billy Tellier. C'était la première de son spectacle. Ben, Billy Tellier, voilà un bon exemple. Excellent humoriste. J'ai beaucoup ri à son spectacle. Et il a aussi été pendant des années animateur à la radio. Mais c'est pas tous les animateurs à la radio qui peuvent remplir la salle Pierre-Mercure. Non. Voilà. Très heureux de te l'entendre dire. Puis je vais même te dire exactement pourquoi c'est de même. C'est qu'avec une autre anecdote en parallèle, c'est que les humoristes, sauf très rare exception, écrivent. Donc, en un mot, sont sollicités pour leur répartie, sont sollicités pour le talent en général, mais en même temps, ils ont eux-mêmes des projets. Ce qui est tout le contraire des comédiens qui, au contraire, alors je te parle pas des Christian Bégin, qui sont des gens qui ont une vraie plume, qui ont fait un paquet de projets, ont écrit des pièces de théâtre, etc., donc qui ont cette versatilité-là. Mais la plupart des comédiens... Son spectacle d'humour, t'es raté. J'étais là à la première, c'est une catastrophe. OK, raté, là. Je veux bien croire, mais il propose. Mon point, c'est de dire qu'il n'attend pas que le téléphone sonne. Je comprends. C'est ça l'affaire qui fait que les humoristes sont partout, c'est qu'ils peuvent générer leur propre projet, puis en même temps, ils peuvent avoir un appel. Te souviens-tu, autre anecdote, d'André Montmorency? Oui, Momo. André Montmorency, qui était, il était là de la première heure. Feu André Montmorency. Bon, à l'émission, il a tout fait, OK? À l'émission Feu, elle aussi, Flash, tu sais, la grosse moumoute jaune, il était en entrevue, il m'a dit, écoute Sophie, ça, je te le jure, ça fait 20 ans. Puis je t'en parle aujourd'hui parce que ça m'avait marqué, mais pas dans le bon sens. Puis il était là, puis il disait, vous savez, il a lancé la phrase comme ça. Il dit, vous savez, nous les artistes, c'est vraiment difficile de passer une vie à attendre que le téléphone sonne. Non. C'est quoi ça? C'est le seul métier qu'on peut accepter qu'eux autres attendent que le téléphone sonne? Non. Tu connais du monde qui écrive. Si toi t'écris pas, tu connais des réalisateurs, t'en as côtoyé. Tu te montes un projet, puis tu t'en vas le présenter. Point barre. Quand je vois Kev Lambert qui écrit dans la presse en disant on est en train d'abandonner la culture, il a le droit de citer, lui, il écrit des livres, il produit, il attend pas que le téléphone sonne. C'est pour ça qu'on voit des humoristes qui sont à droite, à gauche, à l'animation, et j'en passe, parce qu'ils produisent des shows, ils attendent pas que le téléphone sonne. Voilà. Oui, je veux juste rajouter, par contre, il y a une raison pour laquelle, puis j'aimerais ça qu'on prenne quand même un petit peu de temps aussi avec Cybèle pour parler de Billy Tellier hier soir, mais il y a une raison pour laquelle, justement, on demande à un Billy Tellier d'animer une émission de radio, c'est qu'en ce moment, et ça dure depuis des années, au Québec, l'humour à la cote, l'humour fait vendre, et il n'y a pas une émission de radio sur une station, sur certaines stations musicales où il n'y a pas l'animateur dit le ciel est bleu, puis t'as 8 personnes autour qui sont là. Oui, je sais ce que tu faisais. Oui, bon. C'est donc bien drôle. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas si drôle que ça, les amis. mais Billy Tellier, hier soir, juste parce que, écoute, on a capoté. Moi, j'ai capoté ma vie. J'ai vraiment beaucoup ri. Moi aussi, j'ai aimé ça. C'était la première fois que je le voyais en spectacle. Souvent, dans les one-man shows, comme on les appelle. C'est correct, c'est un mot en anglais, mais c'est correct. Oui, c'est ça. Je vais pas te froisser, Sophie. Mais j'ai l'impression, des fois,
d'avoir entendu un peu des thèmes similaires qui reviennent, puis des fois avec la même façon de les amener en traitant les mêmes petites parties. Et là, hier, il y avait une façon tellement originale, par exemple, de traiter de sa relation avec sa mère. Oui, que très je trouve qui est quelque chose qui revient là, régulièrement dans les thématiques, tu sais, des humoristes, de parler de la famille, les relations, tu sais, surtout mère et fille, mais là, tu vois, c'était fils et mère à ce moment-là. Et de rire de sa mère de cette manière-là, je l'ai pas entendu souvent, donc j'ai vraiment aimé ça. Mais moi, particulièrement, mon coup de cœur, et j'étais tellement contente que ce soit elle, la première partie, ben c'est Rachel Elie. Rachel Elie, qui est une... oui, est-ce que tu la connais, Marc? Je connais toutes, t'inquiète pas. Mais tu l'as-tu déjà vu aussi pas mal en show? Oui. OK, ben écoute, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je l'ai découvert au terminal. Elle est très bonne. Ah, es-tu le fun? Puis elle est vraiment une drôle. grande blonde, je donne le portrait, une grande blonde, c'est une franco-ontarienne, elle a travaillé pendant des années en anglais, elle s'est produite sur toutes les scènes aux États-Unis. Oui, c'est nouveau pour elle là, de faire du franco. Oui, c'est ça, depuis 3 ans, elle parle là, on voit son visage et c'est très drôle. Ah, elle était donc, bonne. Pour résumer, il y a comme une bonne partie de son spectacle où elle dit, quand elle a découvert comme anglophone, des expressions québécoises, dont, par exemple, j'ai la PLO-TTE. Non, je peux pas dire ça en nom. J'ai la PLO-TTE à terre. Non, je peux pas. J'ai la PLO-TTE à terre et à la fin du spectacle, elle distribuait des petites cartes sur lesquelles était écrit « J'ai la PLO-TTE à terre ». Merci beaucoup de ton résumé de spectacle. Puis j'aime ça avoir des petits rendez-vous culturels avec toi, Cybèle Olivier. Donc, j'aime beaucoup ton raisonnement, Marc Boilard. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, je vais voir un spectacle d'humour, c'est peut-être avec toi que je vais y aller. Je vais être jalouse. Ça, je veux. Oui, je le veux. Exactement. On ira tous les trois. On ira tous les trois voir des spectacles d'humour. Il me reste 20 secondes, donc je te remercie, Marc Boilard. Je te remercie, Cybèle Olivier. Je te remercie, Hugo Veilleux, journaliste à la recherche. Je te remercie, Jean-Philippe Leroux, à la mise en onde. Et je te remercie, toi, le public qui nous écoute et à qui je donne rendez-vous. On te remercie. À demain. Bien sûr. Cube.